Bonsoir et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est au cœur de l'actualité puisqu'il vient de faire l'objet d'une séance de négociation avec l'assurance maladie, le projet de création de 4000 postes d'assistants médicaux. Ce projet est l'un des éléments forts du plan Ma Santé 2022 présenté au mois de septembre par Emmanuel Macron. Les premiers postes doivent être créés en 2019, nous y sommes. C'est donc le moment de revenir sur cette initiative qui doit redonner du temps médical aux médecins et permettre aux patients de bénéficier d'une prise en charge de meilleure qualité. Au-delà de l'intention bonne, il reste beaucoup de questions sur ces assistants médicaux. La pertinence de leur présence aux côtés des médecins, dans quelles conditions matérielles et financières, quelles seront précisément leurs missions, quelle sera leur formation, quelles seront leurs relations avec les autres professionnels de santé, comme les infirmiers, comment va s'organiser leur recrutement, leur déploiement, de quelles aides les médecins pourront-ils bénéficier pour les recruter, sachant que le plan Ma Santé 2022 prévoit des conditions pour la prise en charge partielle du coût de ces assistants. Pour aborder tous ces sujets, je reçois ce soir Luc Duquesnel, président des généralistes CSMF. Bonsoir. Luc Duquesnel. Et Thierry Bourg, président du SNOF, le syndicat des ophtalmologistes. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce sujet, en effet, beaucoup d'intérêt, puisque cette spécialité, les ophtalmologistes, fait déjà travailler l'équivalent d'assistants, les orthoptistes, pour recueillir des premiers éléments sur l'état de la vue du patient avant la consultation. Mais avant de débattre sur ce sujet des assistants médicaux, regardons, comme à chaque émission Univers Médecin, ce qu'il y a d'important dans l'actualité de la santé. D'abord, la réforme du financement du système de santé qui a été présentée hier matin par la Task Force Aubert, créée auprès de la ministre de la Solidarité et de la Santé. Elle propose d'évoluer vers un mode de financement commun à l'ensemble des acteurs de soins sous forme de paiement combiné. Si un paiement combiné peut présenter des avantages, la CSMF reste toutefois prudente et tient à affirmer fermement les points suivants. Le paiement à l'acte doit rester très largement majoritaire en médecine libérale, tant en médecine générale qu'en médecine spécialisée. Il constitue la base du fonctionnement de la médecine en France. Il est un des éléments de la liberté qu'ont les Français de choisir à tout moment le médecin qu'ils consultent. Développer le paiement complémentaire à la qualité est une proposition que la CSMF fait depuis bien longtemps, mais dans ce cas, l'élaboration des indicateurs doit être réalisée par les médecins eux-mêmes dans le cadre de la négociation conventionnelle. La rémunération par forfait existe déjà de façon très significative pour les médecins généralistes, pour une rémunération de mission vis-à-vis d'un groupe de patients ou d'une population définie. Rémunérer des soins de prise en charge de pathologies chroniques sous forme forfaitaire ne peut se concevoir que de façon expérimentale pour des médecins volontaires. Ce mode de rémunération induit forcément un abonnement auprès d'un patient auprès d'un médecin et lui fait donc perdre une part de sa liberté. Il faut l'expérimenter car il peut y avoir une sélection de patients. Et puis rémunérer un épisode de soins sous forme globalisée est une modalité qui inquiète à plus d'un titre. Qui va gérer ce forfait et sur quelle base de rémunération vont être attribués les éléments qui le composent? Les médecins libéraux n'accepteront jamais d'être rémunérés par des établissements de soins où ils exercent. Si cette rémunération à l'épisode de soins s'accompagne de gains d'efficience, comment ceux-ci vont-ils être répartis? Qui en bénéficierait? Tous ces éléments doivent être discutés. Enfin, la CSMF est frappée par ces propositions du rapport Aubert qui sont essentiellement centrées sur l'hôpital, qui est encouragé à intervenir en médecine de ville, contrairement à ce qui devrait être son cœur de mission. Dans ce rapport, la médecine spécialisée libérale y est quasiment complètement oubliée. Deuxième point, la santé, qui s'invite au grand débat national. Même si ce sujet n'apparaît pas dans les questions contenues dans la lettre d'Emmanuel Macron, qu'il a envoyée aux Français, le problème des déserts médicaux et plus généralement de l'accès aux soins dans les territoires a émergé lors des rencontres entre le président et les élus locaux. La CSMF a décidé de porter la voix des médecins libéraux dans ce grand débat en appelant ces syndicats départementaux et régionaux à organiser des réunions locales.
Elle recueille aussi les avis et les propositions de ses adhérents et des médecins en général sur un questionnement en ligne via son site internet. Les conclusions de ces consultations seront rendues publiques dans un numéro spécial d'Univers Médecin le 27 mars prochain. Troisième actualité, du nouveau dans le développement de la télémédecine. Un des principaux acteurs de la prise de rendez-vous médicaux en ligne a annoncé qu'il commençait à déployer chez les praticiens son outil de téléconsultation. Il faut rappeler que le remboursement de la téléconsultation n'est possible que lorsque le praticien connaît déjà personnellement le patient. L'engouement de nouveaux acteurs pour la télémédecine est surveillé de près par l'Ordre des médecins, qui s'est dit en octobre soucieux de combattre toute tentative d'ubérisation de la santé. Revenons maintenant à cette création des postes d'assistants médicaux et médico-techniques annoncés dans le plan Ma Santé 2022 par le président Macron. Une première séance de négociation conventionnelle s'est tenue le 24 janvier. Elle a surtout permis de constater les divergences entre les positions de l'assurance maladie et celles que nous défendons au nom des médecins libéraux. Alors que l'assurance maladie fait de l'exercice regroupé un critère d'éligibilité pour les aides, nous pensons que ce sont précisément les médecins qui exercent seuls dans des zones sous-denses, ceux qui sont surchargés de travail, qui devraient être prioritaires dans la mise en place de ces assistants médicaux. Le zonage et l'exclusion du secteur 2 écartent une grande partie des médecins spécialistes, pour ne pas dire pratiquement tous. La définition trop précise des contours de métier ne doit pas être imposée et le médecin libéral doit être libre de confier à son assistant des missions administratives et soignantes selon les besoins de ses patients. Pour voir quelle peut être l'utilité réelle de ce nouveau métier, nous sommes donc allés rencontrer le docteur Brigitte Viré, pédiatre à Dijon, qui travaille depuis plusieurs années avec une assistante. Un reportage d'Hélène Corby. Moi, ça fait maintenant à peu près 7 ans que je travaille avec elle et j'ai vu un avantage sur effectivement le fait de pouvoir mieux répondre à la demande parce que je vois plus de patients, mais surtout j'ai un confort de travail. Je vois plus de patients dans la journée, mais je ne suis pas plus fatiguée le soir. Il y a aussi un gain dans la qualité du travail que l'on peut faire et surtout dans la connaissance des patients parce que ils vont se confier à elle d'une autre manière qu'ils pourraient le faire avec moi. Et donc à partir de là, on se complète très bien et quand il y a vraiment des problèmes particuliers, avant que je rentre dans la salle de consultation, elle m'en parle. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Moi, au départ, mes consultations globalement duraient à peu près une demi-heure. Les pédiatres ont fait des consultations quand même un peu longues, mais il y a bien facilement 10 minutes, peut-être même plus en période d'hiver, mais autrement, il y a bien pour les petits nourrissons, il y a bien 10 minutes qui n'est pas du médical. Elle accueille les patients, elle fait déshabiller les enfants, après elle va les peser, les mesurer et en pédiatrie, on a toujours un double remplissage à faire parce que les enfants ont un carnet de santé. Donc nous devons remplir dans le carnet de santé et nous devons remplir aussi dans notre logiciel métier. Donc ça fait une double saisie. Donc c'est elle qui se charge de ça et moi par exemple je n'ai qu'à interpréter, je trace la courbe de croissance et je n'ai qu'à l'interpréter, je n'ai pas du tout à saisir les données. En même temps, elle répond au téléphone, elle fait un tri au téléphone parce qu'effectivement, je l'ai un peu formée par rapport à ça. Savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit me passer, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et s'inquiéter rapidement, ou est-ce que ce sont des rendez-vous qu'on peut décaler. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont un réel gain de temps. Mais ça, c'est effectivement possible parce qu'elle n'est là que pour moi, en fait. À plusieurs, je pense que ce genre d'aide ne peut pas se réaliser de la même manière. Et surtout, ça sera compliqué si l'immobilier ne suit pas. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un cabinet suffisamment grand. J'ai pu faire plusieurs bureaux de consultation. Donc à partir de là, il n'y a absolument aucun problème. Moi, je fais une consultation dans un bureau pendant qu'elle prépare la consultation suivante. Mais quand vous êtes dans un cabinet de groupe, si vous n'avez qu'un bureau par médecin,
ça sera vraiment une organisation à repenser et je ne suis pas sûre que ce soit aussi confortable que pour moi qui l'utilise uniquement pour m'aider. Comme ça fait longtemps que je l'ai, on va le changer. Là, dans le cadre des assistants médicaux, c'est effectivement le médecin qui va embaucher une personne. Et le souci sera que si effectivement l'aide financière diminue et qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, il n'y a plus aucune aide financière, si on se rend compte que financièrement c'est compliqué, c'est le médecin qui va se retrouver face au licenciement éventuel de cette personne. Ce n'est pas la caisse qui va licencier. Donc tous les problèmes administratifs liés à un licenciement vont se reposer sur les épaules du médecin. Et donc ça n'a pas du tout été envisagé. On voit bien à travers ce reportage comment les assistants médicaux peuvent aider un praticien à garantir une meilleure qualité des soins en lui dégageant du temps médical. Luc Dequesnel, est-ce que cet exemple chez un médecin spécialiste, un pédiatre, correspond aux besoins des médecins généralistes libéraux ? Je crois que c'est exactement la même chose. Finalement, la pédiatrie, c'est une spécialité clinique, comme la médecine générale. Et on s'imagine bien, je veux dire, au travers de la description qu'a faite Brigitte Viret des missions remplies par son assistante médicale, la transposition dans un cabinet de médecine générale. Très clairement, l'accueil, la saisie des données, la biométrie, je veux dire, du patient. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Alors, pourquoi on ne le fait pas ? D'abord, ça n'a pas été notre culture, première chose. Deuxième chose, alors qu'on voit que dans des pays étrangers, la médecine générale, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Québec, on voit le médecin généraliste qui est entouré, une secrétaire, une assistante médicale qui travaille avec des infirmières de pratique avancée, ce qui n'est pas le cas en France. Alors on commence à parler de tout ça, mais c'est un modèle que l'on n'avait pas. Après, le modèle décrit par Brigitte Viret, c'est aussi un assistant médical pour un praticien. Et c'est vrai qu'on a du mal à se transposer demain par rapport aux propositions qui étaient faites par l'assurance maladie et par la ministre, c'est de dire ça sera un assistant médical pour 3 médecins. Moi, je m'imagine mal avec mes confrères, on commence à 8h le matin, 3 patients atteints de pathologie chronique qui arrivent, l'assistant médical, il va faire comment ? Puis je crois que aussi, si ça ne se fait pas, c'est aussi le modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, le modèle, tout particulièrement pour les pathologies chroniques, pas pour les pathologies aiguës. Mais aujourd'hui, le modèle médico-économique de la médecine générale libérale pour les pathologies chroniques, il est obsolète. Donc nous dire qu'en plus, il faudrait qu'on embauche... À 25 € la consultation, vous ne pouvez pas vous en sortir. Exactement. Et puis je remarque aussi que dans l'exemple, Brigitte Viret l'a dit, son assistante médicale fait aussi un travail de secrétaire. Elle répond aussi au téléphone. Et je crois que c'est des questions qu'on va devoir se poser. On va revenir sur les fonctions de l'assistant médical, parce que je pense qu'il faut essayer de le définir un petit peu. Thierry Bourg, ophtalmologiste, bien sûr, il est courant de trouver dans les cabinets ophtalmologistes des orthoptistes, qui sont aussi en quelque sorte les assistants des ophtalmologistes, et c'est donc une déclinaison de ces assistants médicaux. Comment votre spécialité a-t-elle organisé leur mise en place ? Et d'abord, quelles sont leurs missions ? Qu'est-ce qu'ils font dans vos cabinets ? Alors ça s'est mis en place assez progressivement depuis une quinzaine d'années. Au début, on les a positionnés essentiellement sur de l'activité clinique, c'est-à-dire elles ont fait les orthoptistes essentiellement des femmes, à 92%, et elles font la première partie de la consultation. Donc elles installent le patient, elles ouvrent le dossier, elles font un premier interrogatoire, comme l'a dit Brigitte Viret. Ça permet après de compléter l'interrogatoire par le médecin, et les 2 interrogatoires amènent plus d'informations en général qu'un seul interrogatoire. Ensuite, elles font certaines mesures comme la tension oculaire, la réfraction, la mesure des verres correcteurs. Et ensuite, le médecin fait le reste de l'examen. Dans un deuxième temps, comme on a vu les examens complémentaires se développer beaucoup en ophtalmologie, on les a ensuite progressivement mis également sur l'examen complémentaire, ce qui a nécessité d'ailleurs une nouvelle définition réglementaire de leur métier. C'est-à-dire que progressivement, on a créé un deuxième métier d'orthoptiste. Il y avait les métiers qui étaient de la rééducation au départ. On a créé un métier d'assistant ophtalmologiste, également spécialisé dans l'exploration complémentaire. Et actuellement, on a une troisième phase qui consiste aussi à les rendre un peu autonomes pour des patients qui ne présentent pas des pathologies compliquées. Et ensuite, le dossier est lu dans le cadre de protocole par le médecin en différé. Donc ça s'est fait progressivement, mais on a vraiment transformé
transformer la profession. Et je pense que cette transformation progressive, il faut y penser également, puisqu'actuellement on pense à utiliser les aides-soignants, et il faudra sans doute repenser la formation des aides-soignants dans le cadre des assistants médicaux. Ça veut dire, Thierry Bourg, que vous êtes vraiment dans une organisation qui est exclusivement centrée sur le soin visuel. Oui, parce que la plupart des cabinets d'ophtalmo avaient déjà des secrétaires médicales, donc elles avaient déjà passé ce Autrement dit, dans vos cabinets coexiste une secrétaire médicale et l'équivalent d'un assistant médico-technique, pour le dénommer de cette façon-là, sous forme d'orthoptiste. Tout à fait. Dont le contenu du métier a bougé au fil de l'utilisation et des besoins auxquels il devait répondre. Il s'est complètement transformé. Au départ, les orthoptistes n'étaient absolument pas aptes à faire le métier qu'ils font actuellement dans les cabinets médicaux. On a complètement transformé la formation initiale. On a eu 3 décrets de compétences qui ont évolué en 2001, en 2007 et le dernier en 2018, où on a introduit la notion de protocole organisationnel dans le cadre de la relation exclusive entre ophtalmo et donc, vous faites de la délégation de tâches dans votre spécialité. Alors, c'est une délégation de tâches et même des fois des transferts de compétences dans des domaines assez limités, mais avec toujours lecture du dossier par le médecin. D'accord, toujours supervisé par le médecin. Luduc Haenel, on voit que dans la spécialité ophtalmologique, l'assistant médical, l'orthoptiste, qui est un peu assimilé à un assistant médico-technique, avec toute la spécificité, bien sûr, du soin visuel, est centré sur le soin. Comment vous verriez le contour du métier de l'assistant médical dans un cabinet de médecine générale? Qu'est-ce qu'il ferait concrètement? Je crois que ce sera diversifié en fonction des besoins puis en fonction des situations. Vous parliez au début, dans le préambule, des médecins généralistes installés tout seuls en zone rurale avec des gros problèmes d'accès aux soins pour la population. Ce médecin généraliste qui très souvent n'a même pas de secrétaire médical, c'est lui qui répond au téléphone. Donc je crois que là, il aurait besoin en effet d'une assistante médicale qui puisse répondre au téléphone, préparer les consultations, préparer les dossiers. Bon, d'autres, et souvent ces médecins d'ailleurs, prennent en charge 2000, je vois moi de ces médecins ruraux, 2500 patients. Est-ce que, comme le propose l'assurance maladie aujourd'hui, 2500 patients, est-ce qu'il va falloir qu'ils en prennent encore plus? C'est là que se posera aussi la problématique de la qualité des soins, parce que, bon, après, on peut imaginer, je vois, qu'ils puissent faire des gestes techniques. L'intérêt, il y avait un congrès qui vient de se tenir avec les pneumologues sur la BPCO, la bronchite obstructive. Au niveau de ces patients, aujourd'hui, 40% de la population qui est présente n'est pas détectée. Et ça doit se faire au niveau des premiers recours. Très clairement, je vois l'assistant médical qui pourrait faire une spirométrie pour détecter, la même chose pour les électrocardiogrammes. Après ça, comme pour les ophtalmos, c'est le médecin qui interprète et qui va orienter vers le spécialiste du deuxième recours si on détecte, alors qu'aujourd'hui, c'est pas fait, par manque de temps, par manque d'équipement, par manque d'organisation. Donc voilà, entre autres, l'assistant médical pourrait servir à ça. Je dirais qu'il y a plein d'autres missions. On parle du soin non programmé. Aujourd'hui, s'il y a pas mal de patients à prendre en charge, quand on va dans un service d'urgence, il y a une aide-soignante, il y a une infirmière, une secrétaire même avant qui remplit le dossier, et ensuite il y a le médecin. On me disait hier, dans le service d'urgence, un urgentiste me disait, c'est même l'aide-soignante qui fait les électros. Eh bien, on peut imaginer, puisqu'on va avoir comme mission de prendre en charge de soins non programmés demain, l'aide que pourraient nous fournir les assistantes médicaux. Ça veut dire que les assistants médicaux en médecine générale, ils auraient un peu une double valence, si j'ose dire, une mission plutôt de type accueil administratif, d'après ce que vous décrivez, et une mission qui serait une mission plutôt soignante, bien sûr, sous la responsabilité et l'œil vigilant du médecin. Il pourrait éventuellement aussi être un accompagnement dans le parcours du patient. Tout à fait. Je veux dire, nos patients qui quittent nos cabinets avec des rendez-vous à prendre pour, c'est lui qui pourrait pour le des faire, radiologues, pour aller voir le spécialiste, très clairement, c'est parce qu'aujourd'hui, très souvent, c'est le patient qui se débrouille tout seul, qui a du mal, qui nous rappelle en disant le rendez-vous, je l'ai dans 6 mois. Donc du coup, c'est vous qui intervenez, bien sûr. Exactement, c'est nous qui intervenons. Là, ça pourrait être fait par l'assistant médical. Au niveau de la formation, alors revenons sur l'exemple des orthoptistes qui est intéressant, puisque le métier a un petit peu évolué. Rappelez-nous en 2 mots, quelle est leur formation de base et est-ce que cette évolution du métier a nécessité des formations complémentaires? Autrement dit, un orthoptiste qui exerce dans un cabinet d'ophtalmologie libérale, quelle est sa formation? Alors, au départ, il y avait un certificat de capacité d'orthoptiste qui durait entre 2 et 3 ans, mais qui était reconnu à Bac+2.
Et à la suite de toutes les transformations qui ont eu lieu, notamment en 2007, il a fallu faire une réingénierie du diplôme d'orthoptiste, en fait, qui s'est passé entre 2010 et 2014. Et maintenant, elles sont passées à Bac+3 avec une reconnaissance d'une licence d'orthopsie. Donc, il y a vraiment eu, la profession a été upgradée, elle est reconnue comme les infirmières au niveau licence universitaire, depuis à peine un an d'ailleurs. Et le programme de formation a été entièrement revu, les référentiels d'activité, de compétences ont été complètement transformés. Et donc, on a vraiment défini une nouvelle profession qui est apte à faire beaucoup plus de choses qu'auparavant. À côté de ça, il y a effectivement, pour les orthoptistes qui sont formés depuis 10-15 ans, on a dû mettre en place des formations, normalement, ça existe sous forme de DPC, mais aussi des formations complémentaires, des DU. On a beaucoup de congrès d'ophtalmologie actuellement qui ouvrent des sessions spéciales pour les orthoptistes. Et il y a aussi des congrès d'orthopsie où on les forme à ces nouvelles compétences. Parce qu'il y a vraiment besoin d'upgrader les orthoptistes qui ont été formés auparavant, avant 2014. Pour la médecine générale, imaginons demain des assistants médicaux dans les cabinets de médecine générale, c'est ce que nous souhaitons tous bien sûr. La formation, comment vous la voyez? Quelle durée? À quel niveau? Comment cela pourrait s'organiser, Luc Duquesnel? Alors, la formation, bien sûr, elle sera nécessaire. Je pense qu'il y aura sûrement un socle commun, quelle que soit la mission remplie par l'assistant médical. Et puis après ça, on peut imaginer des modules de formation en fonction, si on est plutôt dans l'aide médico-technique, si on est plutôt dans l'aide clinique, des modules de formation complémentaires. Je crois d'ailleurs que des travaux ont été menés dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets médicaux. Tout à fait. Pour une formation qui pourrait se faire via les organismes de formation continue pour le personnel déjà existant, mais il faudra de nouveaux assistants médicaux. Tout à fait. Cette formation, il faudra vraiment qu'elle corresponde aux besoins, ce qui veut dire aussi qu'on ne soit pas sur des formations avec un nombre d'heures, là on est à plus de 700 heures, avec un socle et tout, moi qui me paraît quand même hyper important, il faudra quand même que ce soit réalisable et faisable. Quand aujourd'hui je vois nos secrétaires médicales qui sont éventuellement désireuses, je veux dire, de faire ces formations pour monter, je veux dire, c'est aussi intéressant au niveau de l'évolution du métier, mais aussi éventuellement des aides-soignantes. Autrement dit, c'est intéressant ce que vous dites, Luc Duquesnel. Vous pensez qu'il est possible, voire souhaitable, de former en formation continue des secrétaires médicales qui aujourd'hui travaillent dans les cabinets médicaux ou des aides-soignantes qui souhaiteraient intégrer un cabinet médical par une formation complémentaire, c'est ça l'idée ? Tout à fait. Une formation complémentaire qui serait faite d'ailleurs pendant leur mission d'assistante médicale. Très clairement, ça permettrait de pouvoir le réaliser très vite, ça. Tout à fait. Et ces secrétaires médicales, globalement, d'ailleurs, que ce soit les généralistes ou chez d'autres spécialistes, je vois chez mon cardiologue, c'est la secrétaire qui met les électros, le holter et tout. Et donc, elles connaissent nos patients, nos façons de travailler. Donc, souvent, elles remplissent aussi le rôle d'assistante médicale, elles gèrent nos plannings, elles gèrent le soin non programmé. Donc voilà, alors c'est vrai qu'elles ne prennent pas les tensions, le poids, elles ne mesurent pas la biométrie, tout ce qu'on a vu dans le cabinet de Brigitte Viret. Donc il y a besoin de formation complémentaire, on doit rester dans la qualité. Ça très clairement, je crois que nos patients doivent en être certains, prendre en charge plus de patients, quelque part, ce n'est pas forcément plus de consultations, c'est mieux les prendre en charge et savoir aussi que pour les médecins, c'est aussi important parce que ça ne veut pas dire travailler plus, c'est travailler autrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une crainte importante des médecins généralistes parce qu'on veut leur mettre la charge, comme il y a beaucoup de patients sans médecin traitant, ils ne veulent pas travailler plus tous les jours. Nous allons revenir sur les conditions d'accompagnement par la Caisse d'assurance maladie. On nous a fait le reproche, quand on a avancé l'idée des assistants médicaux, que quelque part, on allait sur le terrain des infirmiers, en particulier dans les cabinets de médecine générale. Alors, on voit que pour les ophtalmologistes, on est dans un contexte un petit peu différent. Est-ce que finalement, ce n'est pas le cas avec ces assistants médicaux, Luc Duquesnel? Est-ce qu'on ne va pas sur le terrain de l'infirmier ou l'infirmière? Alors, j'ai bien entendu ces craintes relayées par les syndicats infirmiers. Je pense que dans 10 ans, ils n'auront plus de crainte parce qu'ils verront
les nouvelles organisations qu'on a mises en place, où il y aura en effet l'assistant médical, mais il y aura aussi l'infirmière de pratique avancée. Il y aura aussi ce travail en équipe où chacun va trouver sa place. Je crois que quelque part, l'infirmière, ce niveau licence et l'infirmière pratique avancée, il y a un master 2 en plus, ne se valoriserait pas, je veux dire, aller vouloir faire le travail de l'assistant médical demain. Après, d'un autre côté, moi depuis qu'on parle de cet assistant médical, sur mon territoire, je vois des infirmières libérales qui travaillent beaucoup d'heures, qui ont été salariées une époque, qui approchent de la retraite mais qui n'ont pas tous leurs droits, qui ont envie de travailler moins. Et j'en ai certaines qui me disent je serais intéressé. Alors bien sûr, ça va dépendre du niveau de rémunération, mais se dire qu'éventuellement on peut avoir un poste de salarié 35 heures, ça peut intéresser aussi certaines infirmières libérales aujourd'hui, et ça va être finalement une assistante médicale upgradée, et qui remplira certaines missions un peu plus que ce que feront ailleurs les assistants médicaux. On voit que les solutions sont finalement très variées. Je crois que ça dépendra beaucoup des endroits et des situations dans les différents cabinets. Le temps passé par les médecins à des tâches non médicales, et Dieu sait si nos confrères s'en plaignent, a augmenté de façon considérable ces dernières années. Pour quelles raisons? Et est-ce que vous pensez, Luc Duquesnel, que ça va vous faire gagner du temps par rapport à ça? Elles sont de plus en plus nombreuses, puisque quelle est la grosse modification par rapport à il y a 30 ans? Moi, quand j'ai commencé mon exercice, c'est qu'avant, on n'avait pratiquement que des pathologies aiguës. Aujourd'hui, on a beaucoup de patients atteints de pathologies chroniques, la problématique du maintien à domicile, donc le lien avec le social, le médico-social, l'APA pour avoir des aides, mais aussi bien pour l'entrée en maison de retraite, des dossiers à remplir sur Vita Trajectoire. Et je crois que toutes ces choses-là... un autre professionnel de santé qui a accès aussi aux dossiers sera en mesure de pouvoir les remplir. Aujourd'hui, on a une multitude de tâches administratives. Donc ça vous fera gagner un peu de temps. Ça nous fera gagner du temps, c'est évident, et peut-être que ça nous permettra pas forcément de faire plus de consultations, mais que sur les cas complexes, les patients qui sont complexes, de pouvoir passer plus de temps avec eux. Thierry Bourg, en ophtalmologie, est-ce que l'apport de ces orthoptistes vous a fait gagner du temps médical? Et est-ce que ça a été estimé? Est-ce que ça a été quantifié? Est-ce que vous avez la preuve que ça sert à quelque chose, finalement? Ah oui, clairement. On sait qu'en moyenne, lorsqu'un orthoptiste travaille donc à temps plein avec un ophtalmo, il lui fait gagner à peu près 30% de son temps. Donc on a évalué ça. Donc, disons, en nombre de patients vus en plus, c'est entre 25 et 30%, et puis l'activité en nombre d'actes total, c'est plutôt entre 40 et 50%. Donc on a la preuve, on a des courbes là-dessus, il n'y a pas photo. Si on compare l'activité d'un ophtalmo, par exemple, avec orthoptiste et orthoptiste, la Caisse l'a fait aussi il y a 2 ans, on sait qu'il y a une différence d'activité de 40 à 50% entre les deux. Donc on sait que c'est efficace, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je voulais revenir d'ailleurs sur le problème entre les infirmières et puis les assistants. Je pense que c'est une erreur de vouloir les opposer, parce que ce que font les infirmières en aval, ça n'a rien à voir avec ce que peut faire un aide médical en même temps que le médecin. En fait, il l'aide dans son activité quotidienne, et ce n'est pas ça qui pourrait être transféré à une infirmière en aval. Par ailleurs, les infirmières peuvent aussi être très intéressées, comme l'a dit Luc, pour venir dans les cabinets, mais pas nécessairement des infirmières libérales, des infirmières qui sont actuellement en établissement de santé ou dans le médico-social, qui peuvent vouloir venir en ville pour avoir des horaires plus réguliers, ne pas avoir des gardes le week-end, des choses comme ça. Et nous, on a quand même 10 à 15% des ophtalmos qui travaillent avec des infirmières, parce qu'il y a une pénurie d'orthoptistes, notamment dans des grandes villes, et on n'a aucun mal à recruter des infirmières. Mais effectivement, ces infirmières qui sont en général dans des hôpitaux ou dans des cliniques. C'est vrai que le contexte ophtalmologiste est un petit peu différent par rapport au cabinet de médecine générale. Parmi les conditions pour bénéficier d'une aide à la création de ces postes d'assistants médicaux, on va parler maintenant du financement, il y a l'exercice regroupé. Cela nous semble paradoxal, puisque ce sont les médecins libéraux qui exercent seuls, qui sont le plus souvent surchargés de travail, qui mériteraient d'être accompagnés. Luc Duquesnel, comment cela est ressenti chez les médecins généralistes? Bien, tout ça dépend du sens qu'on donne à l'exercice regroupé. Si c'est regroupé sous un même toit, c'est inacceptable. Aujourd'hui, moi, j'exerce dans une maison de santé pluridisciplinaire multisite. On est un exercice regroupé. Seulement un quart des médecins généralistes sont en exercice isolé.
Bon, je dirais que c'est presque ceux-là, ils n'ont pas de secrétaire physique, alors que les autres, quand ils sont à plusieurs, peuvent en avoir. Donc, il est hors de question d'exclure les médecins parce qu'ils exerceraient seuls dans leur cabinet. Ce qui peut avoir plus de sens, c'est le sens de l'exercice coordonné, c'est-à-dire qu'on soit dans. Je crois qu'aujourd'hui, très clairement, vu les enjeux qu'il y a en termes d'accès aux soins, on doit se coordonner avec les autres professionnels de santé du premier recours, avec les autres spécialités, les autres médecins spécialistes, mais aussi avec le médico-social. Et là, aujourd'hui, un médecin généraliste qui dirait « moi, je ne veux pas m'inscrire dans l'exercice coordonné », c'est vrai que ça pourrait poser question. Mais très clairement, il est hors de question d'imposer à un médecin de changer son lieu de consultation. Et puis en plus de ça, je veux dire, aujourd'hui, on essaye de maintenir un certain maillage territorial. Autrement dit, en 2 mots, le regroupement non, la coordination. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut apprécier et prouver qu'il y a une coordination qui est mise en place pour un médecin généraliste qui est seul dans son cabinet? Parce qu'il peut très bien dire, ben oui, moi je suis coordonné. Est-ce qu'il faut l'apprécier? Comment vous voyez les choses? On le voit, je veux dire, ça existe déjà dans le cadre des maisons de santé pluriprofessionnelles, ça se verra dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé, globalement au travers d'un projet de santé, par exemple. Pôle de santé, tout particulièrement, mais aussi les équipes de soins primaires demain, c'est-à-dire qu'on décrit les actions, comment on travaille ensemble, déjà à la base, l'équipe de soins primaires, médecins, infirmières, pharmaciens, comment éventuellement je fais pour travailler avec les autres spécialistes de façon à pouvoir prioriser les demandes et tout. Bon voilà, et là je suis en exercice coordonné pour aider mes patients. Et ça, voilà, ça c'est les enjeux, c'est les besoins de demain. C'est pas forcément d'être tous sur le même toit, parce qu'en plus de ça, se regrouper, ça pose aussi des problèmes immobiliers, et la problématique rurale et urbaine n'est pas forcément la même. Ça peut aider l'installation des jeunes médecins? Bien sûr, mais je crois que globalement, tout ce qui est en plus, qui est une aide à partir du moment où les freins ne sont pas importants, c'est aidant. C'est aidant et ça va répondre à des situations complètement différentes. Et ça sera très intéressant quand on va l'évaluer, parce qu'on va voir que les médecins généralistes, les missions qu'ils vont confier, les organisations qu'ils vont mettre en place, vont parfois être radicalement différentes. Laissons les médecins qui sont des libéraux être de vrais entrepreneurs et s'organiser eux-mêmes. Thierry Bourg, est-ce que la mise en place de ces orthoptistes, accompagnés financièrement, vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi et comment, est-ce que ça a favorisé l'installation des jeunes médecins et quel type d'accompagnement l'assurance maladie a mis sur la table pour permettre ça? Quels ont été un peu les problèmes? Parce que si je vous ai invité ce soir, c'est parce que justement, vous êtes un peu l'expérimentateur de cet accompagnement de l'assurance maladie, parce qu'il y avait un vrai problème d'accès aux soins en ophtalmologie dans le pays. Alors actuellement, les ophtalmos qui s'installent, les nouveaux, ils ne se posent même plus la question de l'assistant médical ou pas. Ils savent qu'il faut qu'ils travaillent avec des orthoptistes, en tout cas des aides. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, effectivement, en secteur 1 pour un problème financier, en fait, d'équilibre financier, parce que l'orthoptiste coûte à peu près 50 000 € chargés par an. Il y a aussi, comme l'a dit Brigitte Viré tout à l'heure, il faut faire soin des aménagements du cabinet, mettre un deuxième poste. Ça, c'est très important. Normalement, il faut, et pour faire gagner beaucoup de temps, il faut être en multiposte. On va avoir 2 postes de consultation. En pédiatrie, c'est le temps de déshabiller les enfants. Massif général, ça peut être les personnes âgées en hiver, etc. Donc, il faut réaménager et repenser son fonctionnement complètement. Et ça a un coût. Ça a un coût. Du coup, pour payer l'orthoptiste, mais également un coût matériel pour l'immobilier, pour les équipements. Et donc, on avait besoin, en fait, d'un accompagnement. C'était surtout du secteur 1, parce qu'en secteur 2, finalement, beaucoup de choses passaient sur les dépassements d'honoraires. Et donc, on a imaginé ce contrat avec l'assurance maladie à partir de 2016. Donc, ça s'est négocié en 2017 et c'est rentré en application uniquement en 2018, où on donnait une aide qui était, qu'on aurait voulu plus importante, mais bon, qui était de 15 000 € la première année, 10 000 € la deuxième année et 5 000 € la troisième année. L'assurance maladie considérant qu'au bout de 3 ans, on devrait arriver à compenser le coût global. Autrement dit, c'est une aide sur 3 ans qui après s'arrête. Qui s'arrête. Vous êtes d'accord avec ça, Luc Duquesnel? Absolument pas. Mais nous, on n'était pas d'accord non plus. Alors, nous, on n'était pas d'accord non plus, d'autant plus qu'il faut savoir qu'il y a à côté de ça un contrat collectif
pour les soins visuels qui a été mis en place à destination des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé qui ont droit à une somme à peu près équivalente pour mettre en place un temps partiel, une consultation d'ophtalmologie aidée par des orthoptistes. Mais eux, ils ont droit à une aide sur 3 ans, mais qui est renouvelable. Alors, nous, on est limité à 3 ans, mais par contre, pour les MSPP et les centres de santé, ils ont droit à une aide qui peut durer 6 ans ou 9 ans. Donc, c'est quand même une discrimination entre les deux systèmes. Et pourquoi que les secteurs 1 ? Parce que nous, on avait fait des chiffres, on avait montré que l'activité globale en ophtalmologie s'adaptait un peu à la demande, sauf en secteur 1, parce que, disons qu'au bout de 3 ans, on s'était rendu compte que on était à peu près au point zéro. Il n'y avait pas de bénéfices énormes pour le médecin, alors qui remettait complètement en cause son fonctionnement, alors qu'en secteur 2, c'était effectivement au-delà de ce point zéro, et puis c'était bénéficiaire pour l'ophtalmologiste. Donc on a centré en fait ce contraste sur le secteur 1 et puis après le secteur 2 avec Optam, ça c'était l'assurance maladie qui l'a mis comme ça. Malheureusement, ce contrat s'est très peu développé. On avait quand même 200 ophtalmos qui voulaient signer à l'arrivée. On a à peine 12 signatures au bout d'1 an. Essentiellement parce que l'assurance maladie a voulu mettre un frein sur les conditions d'embauche en disant que s'il y avait une orthoptiste qui était embauchée dans un cabinet donc isolé ou de groupe, il ne pouvait pas y en avoir un deuxième. Donc tous les jeunes ophtalmologistes qui intègrent essentiellement des cabinets de groupe, à 80 ou 90% actuellement, intégraient des cabinets où il y avait déjà des orthoptistes. Donc ils n'ont pas pu bénéficier de cette aide à l'embauche, alors qu'ils voulaient le faire. Vous avez dit qu'il n'y a que 12 contrats qui ont été signés ? 12 contrats au bout d'1 an, oui. Au bout d'1 an ? Nicolas Revel n'a pas dépensé beaucoup d'argent sur cette histoire. Non, ils avaient effectivement peur d'un effet d'aubaine, bien sûr, comme d'habitude. Et nous, on a fait des enquêtes qui montraient qu'il y avait au moins 200 ophtalmos qui voulaient les signer. L'autre problème qu'il y a eu aussi, c'est qu'on nous a demandé à ce qu'on voit effectivement plus de patients avec ces contrats, 10% la première année, 20% la deuxième année et 25% la troisième année. Sauf que c'était des patients différents, donc en supplémentaire, qui n'étaient pas suivis dans le cabinet. Or, actuellement, on a des prises en charge en ophtalmo, mais dans d'autres domaines également, de plus en plus complexes. Donc, un nouveau patient que vous voyez 5-6 fois dans l'année par nécessité médicale, il va vous compter qu'une fois. Donc, ce n'est pas 25% qui vous demande, c'est beaucoup plus. Et si vous atteignez Vous auriez préféré qu'on réfléchisse en nombre de consultations ? Oui, en tout cas en nombre de patients, ça on aurait pu atteindre les objectifs, mais pas nécessairement différents. Mais d'une façon générale, si on voit plus de patients, on aura des patients différents supplémentaires. Cet aspect de compensation, on peut entendre le souci de l'assurance maladie, de répondre aux besoins de la population. Luc Duquesnel, est-ce que c'est pas un peu choquant, finalement, que l'assurance maladie, qui fait la chasse aux actes inutiles, à la redondance, on n'arrête pas de parler pertinence, et puis on va vous demander de plus produire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Alors, c'est choquant, sur le principe, parce que ça remet en cause toutes les notions de qualité des soins, de pertinence des soins. Et puis après ça, est-ce que c'est réalisable ? Moi, dire à des médecins qui travaillent déjà 55-60 heures par semaine, faites encore plus de consultations, il y a plus de patients, ils sont déjà à 2500 patients médecins traitants. Donc je crois que c'est pas forcément la bonne... C'est du staccanovisme qu'on va nous demander. Tout à fait, tout à fait. Et là... Et où est la qualité ? Non. Et alors, la qualité... Alors on voit... Pourquoi est-ce qu'on nous met ça sur la table dans les négociations ? C'est tout simplement avec l'espoir de se dire, au bout de 3 ans, 4 ans, comme pour les ophtalmos, ils vont pouvoir autofinancer l'assistant médical. Très clairement, si ça devait être ça, notre syndicat conseillera à l'ensemble des médecins généralistes libéraux de ne pas prendre d'assistants médicaux. Très clairement, on ne va pas se mettre en danger avec une consultation à 25 €. On ne peut pas rémunérer, payer des assistants médicaux. Ça, c'est la première chose. Alors après, on va voir ça. Ce qui sera intéressant, c'est aussi l'évaluation. On peut imaginer qu'un assistant médical qui va faire plus d'actes techniques, quelque part, entre guillemets, soit un peu plus rentable par rapport à des actes qui n'étaient pas faits, par rapport à des consultations cliniques. Voilà, donc ça, il faudra l'évaluer. Mais en tout cas, pour pouvoir s'engager à embaucher des assistants médicaux, on doit avoir une vision au-delà des 3 ans. Il doit y avoir une pérennité des financements. Les médecins généralistes vont pas s'engager dans une voie
qui risque dans 3 ans de les amener où il y aura 2 possibilités. Soit je licencie mon assistant médical, soit je travaille 2 heures de plus tous les jours pour pouvoir le rémunérer. Ça, c'est pas possible comme vision. Thierry Bourg, vous nous avez dit 12 contrats en 1 an. C'est un peu un échec quelque part, cet accompagnement de l'assurance maladie. Quelle en est, d'après vous, la principale raison? C'est certainement multiple, mais pourquoi ça n'a pas marché mieux que ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux que les 200 dont vous parliez s'engagent sans... Est-ce que c'est cet aspect de la production de soins qui pose problème? La direction de la sécurité sociale nous a imposé un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'embauche d'un orthoptiste, comme si on mettait aux entreprises des décrets sur les conditions d'embauche des employés. Ça n'existe pas, et ça a été inventé en médecine, et je pense que c'est là la principale cause d'échec. Il faut, l'objectif, c'est quand même de développer les assistants médicaux, de donner une impulsion, et donc on n'a pas à mettre des choses aussi limitatives, là. C'était clairement, ils avaient peur de l'effet d'aubaine, là on est arrivé exactement à l'inverse. On a d'autres exemples dans les contrats dans la convention médicale dans le passé, où on est arrivé à un échec également pour des raisons principales. Donc il n'y a pas besoin de mettre des contraintes aussi stupides. Alors pour revenir à ce que vous disiez juste avant, si nous on avait dû se baser uniquement sur les consultations, sur le tarif de la consultation, on ne serait pas arrivé effectivement à compenser le coût de l'orthoptiste au bout de 3 ans. C'est parce qu'on fait également des examens techniques à côté, mais également parce que les orthoptistes ont leur propre nomenclature. Donc il y a certains actes qui peuvent facturer en plus de l'activité du médecin, par exemple le champ visuel, la vision des couleurs, ou maintenant ils ont une cotation pour la réfraction. Donc ça permet, l'ensemble donne un équilibre médico-économique, je dirais, mais pas simplement l'augmentation de l'activité de l'orthoptiste dans le cadre de l'aide de l'ophtalmologiste. Et donc on a plusieurs sources de financement, et avec l'ensemble on arrive à équilibrer les choses. Mais la consultation simple n'est pas suffisante. Certains d'entre vous, des médecins libéraux en général, en particulier chez les médecins spécialistes, mais aussi sur les médecins généralistes, parlaient éventuellement de mesures d'accompagnement, de type défiscalisation, d'allègement, voire de suppression des charges patronales. Est-ce que ce sont des pistes qui vous semblent de nature à accompagner ce développement de l'accompagnement dans les cabinets médicaux par des assistants médicaux? Alors nous, initialement, avant le contrat, on avait poussé 2 pistes. La première piste, c'est de dire que l'assurance maladie s'occupe des charges salariales et patronales. En fait, on s'occupe... parce que, personne n'a intérêt non plus à ce que l'assistant médical ne soit pas efficace, parce qu'autrement, on se retrouve de façon négative et c'est le médecin qui le paye. Et l'autre possibilité, c'est de dire on partage moitié-moitié le coût de l'assistant médical, et ça sera bénéfique. Et chacun prend sa part de risque, et puis globalement, on s'y retrouvera, quoi. Finalement, on est tombé sur ce type de contrat qui est insuffisant au niveau montant, et qui ne s'est pas montré assez attractif, avec trop de clauses limitatives. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Un mot de conclusion, Luc Duquesnel, sur ce projet d'assistants médicaux dont on voit bien que les médecins généralistes en ont grandement besoin. Tout à fait. Je crois que par rapport aux enjeux de l'accès aux soins aujourd'hui, c'est un des moyens, en termes de ressources humaines, il y en a plein d'autres, qui est dans la boîte à outils, je veux dire, pour nous aider, à ce qu'il y ait moins de patients sans médecin traitant, et à mieux les prendre en charge. Voilà, mais parmi d'autres, des infirmières de pratique avancée, il y a plein d'outils. Et le tout, ça doit nous permettre de nous aider à nous coordonner aussi entre nous avec les autres professionnels pour des meilleures prises en charge. Ce sont les enjeux de demain pour prendre en charge la santé de la population. Thierry Bourg, pour les ophtalmologistes et pour les médecins spécialistes d'autres spécialités en général, un mot de conclusion? D'une part, nous, on va chercher à faire évoluer le contrat pour le rendre plus souple, le contrat de coopération. Et deuxièmement, je pense qu'il faut aussi adapter la convention collective des cabinets médicaux pour que ce poste d'assistant médical apparaisse, voire à différents niveaux, parce que ça peut concerner effectivement des secrétaires upgradés, des aides-soignants qui seront sans doute mieux formés, des infirmières qui peuvent utiliser également ce poste-là. Donc il faut revoir la convention collective. Et puis nous, d'ailleurs, on pourrait aussi avoir besoin d'assistants médicaux. Par exemple, on a des opticiens qui ont maintenant la possibilité de faire certains examens, qui sont dans des cabinets d'ophtalmologie, mais qui n'ont pas de poste correspondant.
Donc on pourrait imaginer, par exemple, comme ça a été dit tout à l'heure, des assistants médicaux avec une option par spécialité, option ORL, option médecine générale, pédiatrie, ophtalmo, etc. quoi. Et ça permettrait à ces assistants éventuellement de changer après de spécialité au bout de quelques années. Hein. Donc il faut de la souplesse et puis il faut adapter le cadre juridique et réglementaire. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission, en conclusion, et en prévision des prochaines séances de négociation avec l'assurance maladie. On peut dire que la création de ces 4000 postes d'assistants médicaux répond à un véritable besoin pour faciliter l'exercice libéral, quelle que soit la spécialité concernée, assurer un meilleur accès aux soins et une meilleure qualité des soins. Mais soyons très vigilants sur les soutiens que les médecins doivent obtenir de l'assurance maladie, sur les conditions de l'attribution d'une aide et sur les contreparties exigées qui, à l'heure où nous parlons, ne permettent pas aux médecins isolés ni aux médecins de secteur 2 de bénéficier de cette mesure. Aujourd'hui, les contours de ce nouveau métier sont encore flous et doivent être précisés en fonction des besoins réels des médecins et des patients. Nous avons besoin d'une mesure de court et moyen terme pour libérer du temps aux médecins. Ils pourront ainsi se consacrer sur les activités de soins avant, pendant et après la consultation. Cela permettra un élargissement de l'offre de soins, mais aussi de voir les patients de façon plus qualitative. Merci d'avoir suivi avec nous cette émission Univers Médecin. Elle est disponible en replay sur les sites de la CSMF et de Fréquence M. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, #Univers Médecin. À bientôt et rendez-vous fin février pour une nouvelle émission Univers Médecin.